Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ici, on poste uniquement les histoires mystiques. Donc, si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant, on va passer à la première histoire. Bonsoir la famille DMG TV, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hyper bien. Par la grâce de Dieu, je vis et je suis en forme. Voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Et l'histoire serait intitulée « Un enfant qui vient au monde sur Terre avec un scorpion ». Oui, vous allez dire que l'histoire, c'est bizarre, c'est tout, vous n'avez jamais entendu. Mais quand on dit que ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr. L'histoire me concerne moi particulièrement. Mais je n'ai pas dit que je ne suis pas pratiquante, pardon. Je ne pratique pas, je suis comme toute autre fille en fait. Et je suis une humaine, je viens naturellement. Mais j'ai des dons que moi-même je ne connais pas encore et je suis une fille très différente des autres. Voilà, je suis particulière. Je vais vous raconter l'histoire. J'espère que vous êtes prêtes parce qu'aujourd'hui je suis tellement très fière. Je ne sais pas si vous sentez à travers ma voix, je suis contente pour vous raconter cette histoire. Vous avez encore dit, je ne mets pas de point de virgule, de X et Y, mais c'est ma façon de raconter. Je vous raconte l'histoire. Ma maman, ayant épousé mon papa, qui était un chef du village, bon, qui était parce qu'il n'est plus, qui était un chef du village, mais en ce moment, il n'était pas encore chef, hein, il vivait avec ma maman comme ça. Mais il vivait dans un village qui ne les appartenait pas, c'était des gens qui venaient y vivre à Bafouan, Cameroun. Donc, je précise en fait. Et alors, ma maman maintenant, étant tellement à pleurer, elle voulait tellement avoir une fille. Parce que maman avait déjà fait 5 garçons. Elle était fatiguée. Elle disait que non, elle veut la fille, elle veut sa princesse en tout cas. Elle a tellement pleuré devant les ancêtres de Bafouan qu'ils ont exaucé son vœu. Un jour, alors, ma maman était tellement fatiguée. Elle allait se coucher devant un arbre, elle prenait de l'air, elle était par terre, elle a mis la nappe et s'est couchée, elle dormait. Voilà alors qu'un gros scorpion surgit de nulle part. Il vient, il reste derrière le dos de maman. Non, il prend son temps, il reste derrière le dos de ma maman. Et alors, imaginez quoi, ce scorpion, c'était moi. Oui, bien sûr, c'était moi. C'est pas que c'est ma maman qui me l'a raconté, je n'étais pas là, je n'ai pas vu, mais elle m'a dit comment je suis entrée dans son ventre à travers un scorpion. Et ce scorpion-là était envoyé par des ancêtres, voilà, les ancêtres de Bafouan. Bon, elle avait tellement pleuré, c'est là-bas qu'elle vivait en tout cas. Et maintenant, voilà sa belle-sœur qui est en train de venir, celle que je porte son prénom. Bon, je vais dire mon prénom, je ne dis pas. Je vais prendre l'exemple... je prends l'exemple de Bertine. Bertine arrive devant ma maman et crie « Hey, Madame X, il y a un scorpion devant vous, derrière vous. » Ma maman a pris de peur. Elle s'élève subitement, voulant tuer le scorpion. Elle lui dit non, attention, ne tue pas, c'est un enfant. Maman me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Elle dit tu es enceinte. Maman dit non, je ne suis pas enceinte, Bertine. Tu délies quoi. Alors, ma maman maintenant, elle dit mais ça fait déjà 4 jours que je viens de saigner et je suis pas enceinte. Elle dit ok, laisse, tu vas voir. Prenons juste un bâton et chassons le scorpion. Pendant ce temps, moi, j'étais déjà entrée derrière le dos de ma maman. Et c'est oui, et c'est vrai. Voilà alors que 3 mois plus tard, maman ne se sentait pas bien, elle s'en va à l'hôpital, on lui dit qu'elle est enceinte. Waouh, tellement contente et tout. On dit bon, ok, on va faire l'échographie, on ne voit pas l'enfant dans le ventre. Le docteur dit que bon, madame, revenez dans 6 mois, peut-être l'enfant, il est caché quelque part, on va lui revoir. 6 mois plus tard, ma mère revient encore dans le ventre de ma maman. Ma maman revient encore à l'hôpital et on lui dit que l'enfant n'est toujours pas dans votre ventre, madame. Elle est cachée derrière votre dos. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit masser pour que l'enfant revienne parce qu'elle n'est pas développée, mais elle est cachée derrière votre dos. Voilà alors, ma maman, le docteur, ayant essayé plusieurs moyens pour faire revenir l'enfant, c'était carrément impossible. Maman dit ok, comme médicalement, ça n'a pas marché, il faut qu'elle aille
spirituellement. C'est alors là qu'elle va voir une ganga. Le ganga, bon, fait les consultations et tout. Elle vous dit, elle dit à un moment que ma fille, ta fille que tu vois là, elle n'est pas simple, c'est une princesse du bas-fond. Oui, spirituellement, elle est venue. Tu as tellement pleuré devant un arbre sacré. Oui, c'est vrai, elle avait raison. Et ce sont tes ancêtres de bas-fond qui ont envoyé cette princesse. Et elle a des pouvoirs. Elle va beaucoup aider les gens dans sa vie. Mais quand elle sera en aide, quand elle aura besoin d'aide, elle ne va jamais demander d'aide à qui que ce soit. Mais elle va toujours aider les gens dans sa vie. Et un moment, elle aura de la vision. Elle dit, ok, c'est là que le gangan lui masse le ventre, lui masse le dos et tout. C'est là maintenant que moi, je reviens maintenant dans le ventre de ma maman et je commence à me développer et tout. Maintenant, l'accouchement se passe bien, pas de complications et tout. Et maintenant, quand maman me met au monde, là, alors, c'est un calvaire pour maman parce que j'ai pris 14 perfusions. Et oui, un enfant de 2 mois a pris 14 perfusions. Je mourrais avec 2 poches de sang parce que les ancêtres de Bafon, où j'étais, j'avais une sœur jumelle. Oui, bien évidemment. Et moi et elle, on s'était bataillé du genre que non, moi, et je suis une personne très, très jalouse. Voilà, je suis une personne très, très jalouse. Et d'abord, je ne voulais pas parce que je savais que ma maman n'avait pas de fille. Et ayant être la seule fille à mon moment, étant être la seule fille à mon moment, je devais recevoir tout l'amour que maman devait me procurer en fait. Et j'étais vraiment très contente. Donc, c'est comme ça alors que on lui dit il faut 2 poches de sang. Parce que mon papa n'avait pas le même groupe sanguin que moi. Maman ayant O+, elle était tellement malade et tout. On ne peut pas me donner son sang. Mais j'ai pris le sang de quelqu'un d'autre. Et c'est une personne vraiment très gentille et tout. Donc maintenant, après ça, elle allait encore chez un gangan. On lui a expliqué la situation. Ce que je viens d'expliquer là, que je suis une princesse de Bafon. Mais je ne suis pas Bafon. Je suis de Bafsam. Donc, voilà. Mais je ne suis pas Bafon. Mais je suis une princesse venue de Bafon, pas les ancêtres de Bafon. Donc, c'était mon histoire. Et oui, ce qu'on dit toujours, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis venue sur cette terre, pas naturellement, mais c'est mon papa qui m'a fortifiée. Mais ce sont les ancêtres de Bafon qui m'ont envoyé. J'avais pris 2 poches de sang parce que je mourais et j'étais vraiment très, 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 très belle. Et moi, alors maintenant, j'ai un pouvoir de désir. Voilà. Quand tu me vois, ce qui passe dans ta tête, en fait, tu me désires tellement. Même si je t'envoie ma photo. Voilà, ça c'est vrai. J'ai un pouvoir en moi et c'est un don. Je ne sais pas si c'est un don, je ne sais pas c'est quoi. Mais lorsque je parle avec toi, tu es séduit. De 2, si je t'envoie ma photo, tellement tu auras envie de moi que tu serais accro. Même si tu ne m'as pas encore vu de face, mais seulement avec ma photo, tu serais du genre quoi. Tu serais tellement accro à moi, tu vas plus t'en passer. Tout le temps, tu veux suivre ma voix et tout. Donc, c'est ça que je dis, je ne fais pas exprès avec ma voix. C'est comme ça que je passe, c'est comme ça que je suis née. Donc, bisous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Et je précise bien, je ne suis pas mutisme, je ne pratique pas, mais je suis un enfant pas ordinaire comme tous les autres. Parce que c'est vrai, ça se voit en fait. Voilà. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la grande famille. Je vais raconter mon histoire depuis le Cameroun. J'avais laissé l'école en classe de 6e pour commencer la soudure métallique chez un oncle. Tout le monde m'appréciait, tout le monde au quartier, tout le monde, même à la maison, sa femme, tout le monde m'appréciait, donc je travaillais beaucoup. J'étais respectueux, on m'envoyait n'importe où, j'étais toujours à l'heure. Et puis, 3 ans passés, je décide, quand on me fait l'attestation, je décide d'ouvrir mon atelier. Mais je n'avais pas de moyens. La mère était un peu en difficulté, le père en difficulté. Moi, j'avais donc un petit 150 000. Je me décide de payer une vieille moto, de me chercher un peu seul pour pouvoir payer mes appareils. Quand je travaille avec la moto me dérangeait tellement
puisque je ne vivais plus chez mon oncle, la moto me dérangeait tellement. Un ancien client un ancien client de mon oncle, qu'on avait fait ses ouvertures, décide donc de me payer une moto neuve. Je suis quitté de Yaoundé jusqu'à mon propre village avec cette moto et puis ma mère, vous savez, quand on est en ville, on arrive au village, il faut un peu visiter comme une petite voyante pour voir si tu n'as pas de problème en chemin. Ma mère donc m'amène donc sur une voyante. La voyante me dit la moto, c'est pas bien pour toi. Si tu fais encore la moto, on va t'agresser. Moi, j'étais encore jeune, je dis ah, je rentre. Après un mois, les bandits, un militaire m'agresse en fait. Il était en tenue, je sais pas si c'était un bandit ou c'était un militaire, avec l'arme, il récupère la moto. C'est comme ça que bon, la main prête donc l'argent dans sa réunion pour me donner, j'ouvre l'atelier. Au départ, l'atelier marchait bien, très très bien. Mais j'avais fait une très grave erreur aujourd'hui que je me rends compte. Donc quand je travaillais, en fait, il y avait toujours les gens auprès de moi, des amis, oh tu travailles bien, oh c'est comme ça. Et tout ce qui s'est passé, je les expliquais. Donc quand j'avais marché, les gens auprès de moi, les voisines, les amis me posaient les questions, ils venaient toujours me poser. Et moi je parlais toutes mes choses. Je vous assure, depuis près de 4 ans, pour que je gagne un marché, il faut que je prie beaucoup. Donc c'était ça mon histoire. C'était pour dire c'était pour dire ne bavardons pas souvent trop nos choses. Et aussi quand une voyante te dit un truc, même une voyante te dit quelque chose, il faut aussi mettre ça en cœur. C'était ça mon histoire. Aujourd'hui, c'est pas facile que je gagne un marché. Faut que je prie beaucoup. Un petit marché tombe. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG TV, c'est Rama du Burkina Faso et aujourd'hui j'ai une autre histoire à vous raconter et ça concerne l'oncle, ça concerne un neveu avec son oncle. Et puis le neveu en question, là où il sort pour vendre ses marchandises, il avait un voisin qui vend l'huile pour mettre les motos là. Et puis maintenant, son oncle venait au niveau de son voisin pour prendre l'huile là, pour aller revendre. Et que son voisin en question, et il avait pris un enfant pour l'aider, un apprenti pour l'aider à vendre sa marchandise. C'est l'apprenti maintenant qui vole la marchandise du patron pour revendre à son oncle. Son oncle prend maintenant et pour aller revendre. Maintenant, le neveu voit que non. Ce que l'apprenti fait à son voisin, c'est pas bon. Ce que son oncle aussi vient faire, c'est pas bon. Donc maintenant, le neveu s'est approché de son oncle pour dire, mon oncle, arrêtez ce que vous faites là, c'est pas bon. Toi-même, tu sais que la marchandise n'est pas pour le petit. Il vole ça pour te vendre, pour vendre à toi. Mais toi, tu prends, tu parles et le revends. Et l'oncle l'a ignoré. Il continue de venir prendre la marchandise. Donc, le neveu aussi ne dit plus rien. Il a laissé. Donc maintenant, le patron s'est constaté voir que non, son marchandise n'est plus comme avant. Ça diminue et on ne voit pas l'argent. S'il veut parler avec l'apprenti dit non, que lui n'a rien fait quoi. Donc maintenant,
le patron cherche maintenant à savoir, il y a quoi pour que mon marchandise, ça diminue comme ça et que je ne vois pas l'argent. Il a commencé à contrôler quoi? Ses marchandises. Donc maintenant, il y a eu un jour, l'oncle est venu encore pour prendre le marchandise avec le petit pour aller revendre. Le moment qu'il a pris le marchandise et puis donné l'argent, voici le patron qui est venu. Quand le patron est venu trouver que non, et il tenait le marchandise, le patron maintenant, le patron a commencé à parler le petit. Et puis l'affaire là a été pire. Et puis jusqu'à ils l'ont amené celui qui vient pour payer là, à prix bas là, à le mettre en prison. Quand il était en prison, il a maudit son neveu, que c'est son neveu qui a parti dit ça à le patron. Son neveu a juré que au nom de Dieu, il a juré tout qui est plus cher dans ses yeux, que ce n'est pas lui qui a dit. L'homme à la question dit que c'est lui qui a parti dire. Et puis maintenant, on l'a demandé pardon jusqu'à il a resté en prison. On l'a fait sortir en prison. Maintenant, quand on l'a fait sortir en prison, revenir à la maison, on a parti demander pardon. La famille s'est mobilisée pour aller lui demander pardon. Il dit non, que c'est le neveu qui a mis cette honte. Que c'est le neveu qui a dit à le patron. Le neveu aussi a juré de tout. Dit que non. Même la tombe qu'il lui va partir aller dormir demain là. Lui jure que ce n'est pas lui qui a dit. Donc, les gens croyaient que non, que c'est fini. Qu'il a accepté le pardon, que c'est fini. Il n'a pas accepté le pardon. Hein. Maintenant, il y a eu un jour, le neveu s'est sorti de sa maison pour partir, pour venir travailler. Il a dit, je vais aller chez mon oncle, le saluer. Ça fait plusieurs jours, il ne vient plus. Il ne vient plus. Parce que, en même temps, j'ai oublié de vous dire, en même temps, c'était en même temps des voisins, quoi. En même temps, eux trois, là, le neveu, l'oncle, et puis le petit là-haut, même chose. Mais l'oncle prenait lui là de l'autre côté là maintenant, à prix bas, il a fait mèche avec le petit pour prendre à prix bas pour aller vendre ailleurs. Il ne vend pas là où il est assis. Donc maintenant, il a rentré voir, quand il passait devant la porte de son oncle, il dit que je vais aller voir. Ça fait 2 jours, je ne le vois plus là. Il y a quoi? Je vais aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent pas ou bien c'est quoi? Quand il est arrivé trouver que non. Il y a un oncle qui est sorti au village pour venir voir son oncle. Quand il est arrivé, il dit c'est toi, Karim. C'est toi. Je vais lui surnommer Dorda. C'est toi, Dorda. C'est toi, Dorda. Dorda. Il dit oui, c'est moi. L'oncle, vous êtes venu ici, non? Depuis quand que vous êtes venu? Il dit non, c'est ce matin seulement que je viens d'arriver. Et puis il avait attaché une poule blanc. Et il avait attaché un poule blanc. Et puis maintenant, l'autre oncle a dit, Karim, faut détacher le poule blanc là-haut. Venez, on va tuer. Dorda, Dora, faut aller attacher le poule blanc là-haut. Venez, on va égorger. Et puis Dora a dit non. Et je ne peux pas aller. Ce matin là, je me suis levée matin là, je n'ai même pas encore mangé. Je peux pas, je suis passée seulement pour venir vous rendre visite parce que ça fait 2 jours que je ne vois pas. Donc je suis passée seulement pour vous rendre visite. Matin là, je me suis levée, je n'ai même pas encore déjeuné. Je ne vais pas tuer quelque chose ce matin. Je n'ai même pas encore déjeuné. Vous voulez que je tue quelque chose? Je ne vais pas tuer quelque chose ce matin. Donc il a parlé comme ça et puis parti. Elle est partie là, c'est problème comme ça. Il est arrivé seulement là. Et puis reparti là. Il est devenu fou comme ça. Fou.
il marche avec un machin. On l'a attrapé et puis maintenant on est parti au niveau des guérisseurs. Et puis on a dit que non, les guérisseurs. Et puis on a dit que non, que, que c'est parce qu'il n'a pas tué le poulet là, que ça a sauvé sa vie. S'il avait tué le poulet là, c'est lui-même qui va prendre auto là, tuer lui-même. C'est lui-même qui va tuer lui-même. On va lever un matin dire qu'il est décédé, qu'il avait, et il s'est assassiné lui-même. Et qu'il avait quel problème même? Tout le monde va se demander qu'il avait quel problème pour il s'est assassiné lui-même. C'est parce qu'il n'a pas tué qu'on a lancé folie. Jusqu'à présent, il n'a pas eu la santé. Il est devenu fou, il est devenu fou comme ça. Il est devenu fou comme ça. Jusqu'à présent, il n'a pas eu la santé. Donc, le moral de mon histoire, c'est quoi? En croyant bien faire là, merci. Tu voulais prévenir ton oncle, tu ne l'as même pas dénoncé. Le patron a constaté, voir que non, sa marchandise diminuait, il n'y a pas de l'argent. Voici, il est devenu fou comme ça. Le gars est devenu fou comme ça. Ok, merci. Vraiment, DMG TV. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, ce que toi tu fais, vraiment, c'est une bonne initiative. Ça nous... C'est tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG TV. Je reviens encore avec une autre histoire. Pour l'instant, c'est d'abord mes histoires à moi. J'espère que vous allez bien. Et aussi toute la famille DMG. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, commentez, likez, partagez. Parce que tout ceci, c'est pour nous édifier. Voilà, il y a de cela quelques années avant, parce que moi j'ai eu 4 enfants. Malheureusement, j'ai perdu un à la naissance en premier. L'aîné, je l'ai perdu à la naissance. Je vais donc vous raconter comment cela est arrivé. Mon maman étant divorcée, parce que mon papa, après avoir accouché 4 enfants avec ma mère, il a voulu prendre une deuxième femme. Il y avait trop de problèmes à la maison, trop de discussions. Ma maman est allée au Gabon et nous a laissés. Elle est partie faire son business au Gabon. Elle nous a abandonnés. Et là, papa était obligé de prendre une deuxième femme, une autre femme. Et celle-là n'accouchait pas. Apparemment, elle était même plus âgée que ma mère. Elle n'accouchait pas. Mais je ne peux pas la juger ni la qualifier. Mais vu ce qu'elle faisait, vu les déroulements de tout ce qu'elle a fait chez mon père, je me dis que c'était une sorcière. Quand elle est venue en mariage, j'avais 8 ans. Ma petite soeur avait 6 ans. Mon petit frère avait 4 ans. Et le dernier avait, je crois, 3 ans. Parce que maman était partie avec le dernier. C'est après qu'elle l'a ramené à la maison. Parce que quand elle partait, le dernier avait 1 an. Voilà. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que je vais couper presque bref, parce que c'est une dame qui nous a beaucoup nui. Elle est venue avec un mauvais cœur. Elle ne nous donnait pas à manger. Quand papa est là ou quand les étrangers sont là, elle faisait semblant de nous aimer. Ou elle faisait semblant de nous aimer. Elle nous insultait. Elle disait toujours, oh, vous là, vous ne serez jamais rien. Vous ne serez jamais rien. Moi, vous êtes des pourris enfants. Elle insultait ma maman. Elle disait que oh, vous n'êtes rien. Tête vide. Les enfants tête vide. Moi, je vais accoucher des vrais enfants à mon mari. Vous serez relégués au second plan. Au point où quand papa était là, elle faisait semblant de nous aimer. Elle faisait semblant de nous cajoler. Dès que papa tournait le dos. Vraiment, cette femme nous montait le feu. Surtout ma petite soeur et moi. Au point où, à l'âge de peut-être
14 ans, ma petite sœur a fui la maison. Elle est partie vivre chez son ami. Heureusement que les parents de son ami étaient très gentils, ils l'ont accueillie comme leur fille. Elle vivait là-bas. Moi, j'avais des amis, mais je n'avais pas où aller. Je devais rester. Et mon papa aussi, il m'aimait beaucoup parce qu'il m'avait donné le nom de sa maman. Il m'aimait beaucoup, je portais le nom de sa maman. Parmi tous les enfants, je sentais qu'il avait beaucoup d'amour pour moi que mes frères. De façon que je suis sûre qu'il ne pouvait jamais accepter que je parte de la maison. Voilà donc, maintenant, ma petite soeur s'en va. Elle commence étant là-bas, elle s'est fiancée. Et elle vivait là-bas, elle s'est fiancée, elle est venue avec le monsieur à la maison. Le monsieur est venu faire le toc-toc, demander la main à mon papa a accepté et tout s'est bien passé. Elle était là-bas. Et pendant ce temps, son fiancé est parti en Europe. Elle est restée attendre. Moi, alors, j'ai aussi eu mon fiancé, papa de mes enfants, qui est venu par la suite, mon fiancé. J'ai conçu mon premier enfant. Et quand je conçois mon premier enfant, je ne savais pas que cette dame, qui était la deuxième femme à mon papa, avait pratiqué sur moi. Parce que moi, ma petite soeur, elle était partie. Elle était d'abord très rebelle, elle engueulait, elle insultait souvent quand elle la tapait. Elle se mettait là-bas en route pour l'insulter que tu es venu nous taper. Alors que tu n'as même pas d'enfant. Tous les jours, tu nous insultes. Accouche, tu n'as pas d'enfant avant de maltraiter. Mais tu nous maltraites parce que notre mère n'est pas là. Et tout et tout. Moi, je disais jamais rien. Et même quand il fallait que je lui dise quelque chose, c'était à la maison. Ma petite soeur, elle sortait avant de crier sur elle. Elle était partie vivre ailleurs. Comme je vous ai dit, elle s'est fiancée. Maintenant, moi, j'ai eu ma première grossesse. Le papa de mes enfants qui finalement m'a épousée. Ma première grossesse. Et elle, j'ai accouché étant à la maison. Je n'avais pas accouché. La grossesse s'est très bien déroulée. Je n'avais aucune anomalie. Sauf que à l'hôpital, dès la première consultation, on a dit que je devais accoucher. Je devais accoucher au mois de mai. Au mois de juillet. Non, au mois de mai. On m'a écrit sur mon carnet, accouchement le 9 mai. Je suis venue. Tous les jours, elle me demandait, tu accouches quand? Moi, je ne savais pas, je disais, je ne savais pas que... À l'époque, je ne savais pas qu'elle était sorcière. Je savais qu'elle nous détestait, qu'elle n'aimait pas les enfants de mon papa parce qu'elle disait que c'est elle qui va donner les bons enfants, les vrais enfants, les enfants des génies à mon papa. Et que nous sommes rien, nous sommes des zéros. Je ne savais pas qu'en plus de ça, elle était aussi sorcière. Je lui ai dit que le médecin a dit, le gynécologue a dit que je dois accoucher le 9 mai. Je ne savais pas que madame avait pris ça et elle avait fait ce qu'elle avait, la date, et elle avait fait ce qu'elle voulait. Le 9 mai arrive, pour vous couper court. J'ai fait le trousseau. À partir de 6 mois, mon trousseau était déjà là. J'ai acheté couverture, j'ai acheté tout. À la dernière minute, le 9 arrive. Je n'accouche pas. Mon ventre très calme. Je dors la nuit, j'écoute, je dis, mais même pas que le bébé me griffe, rien. Mon ventre était déjà gros au point où même pour me tourner au lit, c'était grave. Même pour m'asseoir, c'était grave. J'étais tellement fatiguée de cette grossesse-là. Je pensais que j'allais décharger au mois de mai. Que non. Voilà que tout le mois de mai passe, rien. Tout le mois de juin passe, rien. Non, on est déjà à 10 mois. Non, à l'époque, j'étais déjà à 9 mois. Non, j'étais au mois de mai, mais je n'ai pas accouché. Juin, je n'ai pas accouché. Juillet, je n'ai pas accouché.
Mon papa commençait déjà à s'inquiéter. Elle, la bonne madame, elle ne disait rien. Elle me voyait seulement, disait que ton ventre là même ne fait que pousser. Et tu m'avais dit que tu devais accoucher le 9, mais le 9 là est passé depuis non. Moi, je ne répondais plus parce que je sentais derrière de l'ironie derrière ces questions. Ma maman, à l'époque, elle était revenue du Gabon. Elle habitait à Neubel. Ma maman, tout le temps, elle a commencé à s'inquiéter. Elle m'invitait à l'église pour qu'on prie pour moi. Moi, je ne partais pas. À l'époque, je n'étais pas chrétienne. Ça ne m'intéressait pas d'aller à l'église. Ma maman, elle était une fervente chrétienne. Elle partait là-bas, elle priait pour moi, elle prenait des jeûnes et tout et tout. Voilà que le moment d'accoucher, à un moment donné, au bout de le 27 août, non, c'était le 23 août, c'est là où les contractions déclenchent. J'ai commencé à avoir mal. J'ai appelé ma maman. À l'époque, là, il n'y avait pas de téléphone portable. J'ai envoyé mon petit frère aller appeler ma maman à Neubel. Lui dire qu'elle vienne rapidement. Et quand mon petit frère, ma maman a vu seulement mon petit frère, elle n'a même pas attendu qu'elle lui dise quelque chose. Qu'il lui dise quelque chose. Elle a su que c'était ça. Que c'était peut-être que je suis déjà en travail. Elle dit que maman lui a dit que tu viennes vite. Elle a dit d'accord. Elle a pris le taxi ensemble avec mon petit frère. Ils sont arrivés. Elle me dit comment tu te sens. Je me tordais de douleur. Mon ventre était gros. Je me tordais de douleur. Maman était venue aux environs de 15 heures et j'avais commencé les contractions à 6 heures du matin. 6 heures du matin que j'ai commencé à avoir des douleurs. 6 heures. Ma maman a dit que quand on commence comme ça, là, mon petit frère, lui, il est venu même avant ma maman. Maman a dit que non. Comme ça a commencé à 6 heures comme ça, il ne faut pas qu'on parte vite à l'hôpital. Parce que quand tu pars vite à l'hôpital comme ça, tu dures là-bas. Elle dit qu'elle viendra à 15 heures. Et dès qu'elle vient à 15 heures, c'est pour me conduire à l'hôpital. Je suis restée là, sauf mon amie qui était là, une amie à moi. On habitait ensemble. Je me suis tordue de douleur. J'ai appelé mon mari. Lui-même, il était occupé ces jours-là. Il était à mission, mais il est venu quand même parce qu'il était à Bouya. Je me suis tordue. À l'époque, on était fiancés. Je me suis tordue de douleur. Heureusement que mon fiancé m'avait donné de l'argent qu'au cas où ça déclenche à n'importe quel moment, je prends seulement l'argent, je vais à l'hôpital. Mon mari, lui, il est venu aux environs de 17 heures. Nous, on était déjà à l'hôpital à Saint-Paul. Ceux qui connaissent Saint-Paul, de l'hôpital de Sœurs Saint-Paul là-bas à Douala. Donc, à Nilon. Je suis allée là-bas, ma maman est venue à 15 h, elle m'a conduit là-bas. Avant de partir là-bas, la poche des os était déjà rompue. Mais l'enfant ne sortait pas. Il y avait une amie d'enfance à moi dans le quartier. Elle était aide-soignante. Elle travaillait dans une clinique de la place. Elle était venue me faire le doigté. Elle venait chaque fois. Après, quand ma maman vient, elle fait encore le dernier doigté. Elle dit à maman que maman, il y a quelque chose qui cloche. Depuis que Lise a commencé les contractions aujourd'hui là, elle est seulement à 2, ça ne bougeait pas et pourtant elle a atrocement mal et même la poche des os s'est rompue. Je ne comprends pas. Il faut franchement qu'on l'amène rapidement à l'hôpital. Elle et ma maman m'amènent à l'hôpital. Elle n'est pas restée. Dès qu'elle nous laisse à l'hôpital, elle dit à ma mère qu'elle viendra prendre les nouvelles en soirée. Elle a fait. Ma maman dit qu'il n'y a pas de souci. Premier jour, ce jour-là, j'ai eu mal. Ma maman m'amène à 15 h, on me met à table. On touche le doigté, on dit elle est à 2 doigts. On fait tout, on touche, rien. À 2 doigts. Toujours à 2 doigts, toute la journée, la poche des os est rompue, 2 doigts. L'enfant ne bougeait. Ça veut dire que mon col ne se dilatait pas. C'était fermé. Col fermé, bien fermé, comme une femme qui n'était même pas en travail. Mon papa, ma maman a vu que c'était grave. Elle ne comprenait rien. Elle a commencé à prier, appeler ses pasteurs. Il y avait une jeune prophétesse. Elle était
parce que maman était dans... nous sommes dans les 10 heures réveillés. Elle a appelé la prophétesse là. Elle lui a dit que pardon, est-ce que tu peux venir à l'hôpital? Depuis hier que ma fille souffre. Depuis hier, elle a même perdu les os. L'enfant ne sort pas. Et l'hôpital dit que rien ne bouge. Que l'enfant ne bouge pas. L'enfant était monté, resté vers le haut. L'enfant n'est pas descendu. Et le col est encore bien fermé. Pardon, venez m'aider. Pardon, j'ai peur pour ma fille. Et du même moment, elle a envoyé aussi ma petite soeur appeler mon papa. Et elle a dit à mon papa que... Non, elle m'a laissé à l'hôpital. Elle a pris un taxi course. Elle est allée voir papa. Papa était à la maison, heureusement, parce qu'il lui travaillait mi-temps. Elle a trouvé que papa venait de rentrer du travail. Il était en train de manger. Parce que maman m'a laissé que j'ai passé déjà nuit là-bas. J'ai fait toute la journée là-bas. Et c'était vers 15h. Papa venait de manger, d'arriver du travail manger. Et qu'elle est entrée, elle a dit que voilà, je suis partie. On ne s'entendait plus, je suis partie. Je suis partie, j'étais laissé mes enfants. Je ne suis pas sorcière. Aucun membre, même mes cousines, même mes tantes, personne dans ma famille n'est sorcier. Personne n'est sorcier dans ma famille d'où je sors. Toi, j'ai trouvé que tu n'as plus de maman, tu n'as plus de papa, tu étais orphelin. Mes enfants, je les ai accouchés jusqu'à l'âge où je suis partie. J'ai laissé ma fille à 8 ans. Elle n'avait aucun problème. Mes enfants ne sont pas sorcières ou sorciers. D'où vient que l'enfant, depuis presque une journée et demie, voici presque 2 jours, l'enfant n'accouche pas. Et on ne fait que dire que le bébé est remonté. Au lieu de que le bébé soit bas, le bébé est remonté et le col est refermé comme si elle n'était même pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Je te jure sur la tête de ma mère que je n'ai pas connue, que si je perds mon enfant, sache que toi et ta femme, votre vie va finir. C'est comme ça que ma maman tourne. Mon papa avait peur. Il commence à appeler ma maman tourne, le dos commence à partir. C'est qu'elle est venue me rapporter à l'hôpital. Il a commencé à appeler ma mère. Mais attends-moi, elle est où? Ma maman dit qu'elle est à Nilon, chez les soeurs. Mon papa dit, ne te fâche pas, ça va aller, on va prier. Avant ça, je vais m'oublier, avant ça, mon papa travaillait avec un monsieur là-bas dans son lieu de service. Il est voyant, il faisait dans ses heures creuses, il regardait les gens, il était guérisseur, il prêtait les gens. Il avait dit à mon papa que ta fille est née enceinte. Mon papa dit oui. Il dit que fais attention, tu risques la perdre et le bébé. Mon papa avait pris ça à la légère. Jusqu'à il a demandé même à mon papa que mon papa m'amène là-bas pour qu'il me lave avant que je n'accouche. Mon papa a dit qu'il avait oublié. Il ne m'avait pas amené là-bas. Voilà que quand c'était déjà devenu grave alors, j'ai enlevé mon cabas que j'ai jeté. Parce que quand une femme a les contractions, elle ne met même pas le slip. J'étais seulement sans slip. Avec le cabas, j'ai enlevé le cabas, j'ai jeté loin. J'ai commencé à taper ma tête sur les murs. La douleur m'avait déjà dépassé. J'étais dépassée, je vous dis. Ah, Seigneur. Et ma maman s'est avancée à l'hôpital. Elle est juste partie dire à mon père que si je perds mon enfant, c'est toi qui es parti prendre une femme étrangère pour venir élever mes enfants. Si je perds mon enfant, je vous finis. Elle est ressortie. Mon père s'est habillé. Il n'a même pas pu finir la nourriture. Il a abandonné la nourriture, il s'est habillé. Sa femme a commencé à lui dire que, c'est à quel hôpital elle a dit. Mon père dit qu'elle est à Nilon là-bas chez les soeurs. Elle dit, moi aussi je viens, moi aussi je viens. Mon père n'a rien dit. En venant DMG, elle a pris un verre. Elle a mis dans le sac. Elle a pris la route. Mon papa devant, elle est derrière. Et ils ont pris une piste. Parce que nous, on habitait la cité Cirque. Et il y avait un quartier là qu'on appelle Cité de la Paix. À l'époque, ce n'était pas meublé comme aujourd'hui. Ce n'était pas habité comme aujourd'hui. Il y avait des champs là-bas. Il y avait un raccourci qui sortait directement là-bas à Nilon. Donc, mon papa a pris le raccourci là. Et sa dame là, elle était derrière. Elle était derrière elle.
Elle était derrière, mon papa devant. Elle est derrière. Mon papa ne lui disait mot. Ils ont marché comme ça. Personne n'adressait la parole à l'autre. Et pendant qu'elle marchait derrière, elle prenait les herbes. Elle coupait les herbes. Les herbes, je ne sais pas où c'était, les herbes de quoi, je ne sais pas. Elle coupait certaines herbes là-bas en route. Elle mettait dans son sac. Dès qu'elle est arrivée, ils sont arrivés à l'hôpital. Mon papa est venu me demander, maman, qu'est-ce que tu as? Ouais, pourquoi tu n'accouches pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'avais perdu du poids en 2 jours là. La douleur m'avait dépassé. Mon père m'avait à l'hôpital, ne m'a plus reconnu. Et j'étais toute nue. Toute nue, je m'en fichais. Parce que la douleur m'a été arrivée au point où les infirmières ne voulaient même pas que je sorte. J'étais seulement là-dedans. Mon papa est entré. Il s'en fichait. Il dit que c'est pas possible. Il dit que pardon, fais tout pour sauver ma fille. Pardon, fais tout. C'est là où sa femme là entre. Elle dit que elle part. Elle demande de l'eau. Elle sort le verre de son sac. J'ai regardé tout. Elle sort le verre de son sac. Elle ne m'adresse pas la parole. Elle sort un verre cassable dans son sac. Elle demande de l'eau. On lui montre le robinet là-bas. Elle part. Elle met l'eau dans le robinet. Elle sort dans son sac une touffe d'herbe comme ça. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas vu l'herbe là, où c'était quoi, où c'était quelle herbe, je ne sais pas. Une femme qui n'a jamais conçu de sa vie, une femme qui n'a jamais accouché, une femme qui ne guérit pas les gens, elle n'est pas guérisseuse. Elle n'est pas guérisseuse. Mais ce jour-là, elle est devenue guérisseuse sur moi. Elle a ramassé une touffe d'herbe qu'elle avait cueillie en route pendant que mon père venait. Elle était derrière mon père. Elle est venue avec ça. Ma maman la voyait comment elle faisait. Elle est sortie dehors là-bas à la véranda de l'hôpital. Commençait à presser, commençait à parler. Presser dans le verre, presser la touffe d'herbe là dans le verre, commençait à parler au point où elle a pressé l'herbe là. Le contenu est devenu vert. Vous savez, quand vous prenez de l'eau incolore et vous prenez de l'herbe, vous pressez dedans. Vous pressez comme si vous avez écrasé ça. L'eau prend la couleur verte, la couleur des herbes. Elle enlève l'herbe même. Elle jette. Elle vient avec l'eau là. Elle me dit, ma belle-mère, prends, tu bois. Prends, tu vas accoucher maintenant même. Prends ça, tu bois. Tu vas accoucher maintenant même. Maman, je ne voulais pas boire. Ma maman me dit que bois. Bois ça. Elle sait pourquoi elle te donne ça. Bois. Ma maman parle, elle me dit que bois. Elle sait pourquoi elle est venue. C'est pas elle que j'ai appelé ton papa. Elle est venue, elle sait pourquoi tu es dans cet état. Bois. J'ai pris l'eau. J'ai pris son médicament là. J'ai bu. Et quand j'ai bu DMG, je n'ai même pas fait 2 minutes, c'est beaucoup. Dès que l'eau là a touché mon ventre, l'enfant s'est déclenché. C'est comme si l'enfant était perché dans mon ventre ici au niveau de la poitrine. L'enfant est descendu, les douleurs. J'ai commencé à dire à la sage-femme que je vais faire les selles. Je vais faire les selles. Elle dit que non, ce n'est pas les selles, c'est le bébé. Ce n'est pas les selles, c'est le bébé. On va monter sur la table. On m'a arrêté, les infirmières qui étaient là, elles m'ont mis sur la table. Elles ont commencé à pousser le bébé. Le bébé était gros. 4 kg 800. Ils ont commencé à pousser le bébé. Le bébé est sorti. Parce que je n'avais plus de force. Ils m'ont aidé à pousser le bébé. Un gros garçon. Mais mon bébé était mort. Donc le médicament qu'elle avait donné là, c'était pour aller changer le bébé. Pour que moi je ne meure pas. C'était pour que, comme elle pressait son médicament là, elle parlait. C'était pour que moi je vive et que le bébé meure. Parce que sinon, peut-être c'est moi qui devais mourir, le bébé devait vivre, ou alors nous deux. Elle m'a donné donc ces médicaments parce qu'elle savait déjà que, parce que mon papa aussi avait dit que si je meurs, il ne va pas laisser. Il va chercher d'où vient ma mort. Quand elle a entendu ça, elle a entendu ma mère menacer mon papa. Elle était obligée de faire ses gris-gris comme elle était une sorcière. De faire ses gris-gris, devenir guérisseur sur moi. Dès que j'ai bu ça, j'ai accouché. Mais malheureusement, mon enfant était mort. Un gros bébé, un beau bébé gros. Il était couché là comme si tu devais lui dire que, comme s'il était vivant. J'ai compris par après que
elle a pris mon bébé, elle a mangé mon bébé dans sa sorcellerie parce qu'elle voulait que je meure, le bébé et moi. Parce qu'au stade où j'étais là, je devais mourir avec l'enfant. Mais Dieu est grand. Le bébé est sorti. Je suis rentrée à la maison. Mon mari est venu, il a pris le bébé, il est parti enterrer au cimetière de Deidou. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à avoir peur de cette femme-là. Et elle a confessé apparemment quand mon papa est rentré à la maison. Parce que dès qu'ils ont fini de faire ça, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Mon petit frère, ma petite soeur qui était là, a couru à la maison pour dire à papa que elle a accouché, ma soeur a accouché, mais le bébé est parti. Un garçon, elle est hospitalisée là-bas. On l'a gardée tellement elle est fatiguée. Mon papa a dit qu'il faut que je sache ce qui s'est passé. Et là, c'est là où elle est venue dire à mon papa que... Et moi, mon papa lui a posé des questions, dès qu'ils sont rentrés, que depuis quand tu es guérisseur, depuis que je te connais, ça fait 8 ans que toi et moi nous sommes mariés, 10 ans que toi et moi nous sommes mariés. Je ne t'avais jamais vu avec les herbes. Je ne savais pas que tu avais les dons de guérison. Je ne savais pas que tu étais guérisseuse ou que tu étais marabout. Qu'est-ce qui se passe que dès que ma fille est bloquée à l'hôpital, l'enfant ne sort pas, tu pars presser le médicament, tu lui donnes, tu vas me dire ce qui se passe. Mon père l'a menacé au point où elle a avoué. Elle dit à mon père que tu sais que sa soeur, avant de partir d'ici, m'avait insulté que je suis stérile. C'est à cause de la partie de ces jours-là que j'avais pratiqué sur elle. J'avais dit qu'elle n'accouchera jamais. Elle n'accouchera jamais, jamais elle n'accouchera. Que sa soeur, comme elle est partie, je reste avec sa soeur, je vais la bloquer, qu'elle n'accouchera jamais. Et comme elle a eu, comme elle a pris la grossesse là, j'avais bloqué qu'elle n'accouche pas. Mais je ne sais pas par comment elle a fait, elle a pris la grossesse. Et j'avais décidé qu'elle devait mourir avec la grossesse là. C'est pour ça que depuis le mois de mai, elle devait accoucher. Mais c'était programmé qu'elle devait mourir avec l'enfant. Mon papa lui a dit que donc tu as pu faire des choses comme ça, derrière mon dos. Tu voulais tuer mon enfant et tu crois que tu tues mon enfant. Moi, je ne suis pas sorcier ni marabout. Moi, il devait prendre la machette aiguisée et te couper en deux. Et que ce soit la dernière fois. Apparemment, même mon papa avait fait des problèmes avec elle parce qu'après l'hôpital, là, ma maman m'a amené avec elle à Neubel. Parce que papa, lui, il habitait la cité-ci. Je suis partie rester avec ma maman à Neubel. Donc, elle est restée là-bas avec sa sorcellerie, avec son mari. Apparemment, même, ils avaient fait des problèmes au point où elle était même partie à Yaoundé dans sa famille. Bon, la famille les a appelés, ils les ont réconciliés et tout et tout. Et je peux vous assurer que cette femme-là, pas moi-même, elle a bloqué beaucoup de gens dans ma famille. Il y a un de mes petits frères qu'elle a bloqué. Elle a coupé les ongles, les cheveux. Elle a mis dans les cornes de bœuf. Elle a bouché avec les bougies rouges. Elle est partie enterrer. Elle a mis dans la valise. Chaque fois, elle amenait les marabouts à la maison, soit disant à mon père que, oh, comme tu as les terrains au village, tes frères du village, tes cousins vont te tuer. Il faut que le marabout aussi vienne te blinder. Et toi et tes enfants garçons. Donc, quand le monsieur venait comme ça, c'était pour bloquer mes frères, pour qu'ils ne deviennent rien. Mais Dieu merci, il y a un qui a percé, il est en France. Il y a un autre qui est là-bas. Qui, lui, comme il ne voulait pas aussi prier, lui, il a négligé. C'est lui qui est là-bas. Et un beau jour, avant que mon petit frère ne parte en France, il est parti dans la chambre de mon papa, dans leur chambre. Il a découvert une vieille valise qui était là-bas. On a sorti la corne là. Il y avait les ongles de papa là-bas dedans, les ongles de mes deux petits frères, leurs cheveux. Il a pris ça, mon petit frère a pris ça, allait donner à un prêtre à les palmiers. On a prié pour ça, le prêtre a brûlé. Il a prié sur ça, versé l'huile bénie et tout, il a brillé le sel et tout. Donc, brûler ça. Pour dire que il y a deux, comment on dit ça? Donc, il y a deux édifications. La première, c'est les hommes qui prennent les deuxièmes femmes. Ne vois pas comment une femme vient. Il faut avoir l'œil sur tes enfants. Toi, l'homme. Si ta femme est partie et que tu prends une deuxième femme, pardon, ne dors pas. Contrôle. Regardez les enfants, posez-les même les questions. Parce que cette femme-là nous a fait voir le feu. Parfois, elle nous gardait là-bas à la maison. Mon père la rationne. Elle prépare, elle mange seule. Le reste, elle met dans sa chambre, elle ferme.
on restait comme ça sans manger, au moins 3 mois. Et quand papa est là, elle faisait semblant comme si elle nous a donné à manger. Et elle disait que si on parle à papa, il va nous taper, qu'elle va nous tuer. Donc, la leçon ici, c'est que ceux-là qui prennent des deuxièmes femmes ou bien qui prennent ou bien qui reconnaissent même leurs enfants et ils amènent chez leur femme à la maison. Une femme que tu sais que c'est pas elle qui a donné tes enfants, qui a donné naissance à tes enfants. Pardon, toi l'homme, prends la peine d'aller vers les enfants, de leur poser certaines questions, de contrôler. S'il y a même d'aller même voir les voyants s'il le faut. Parce que si ce n'était pas que peut-être ma maman partait ces jours-là menacée là-bas, qu'elle allait tuer quelqu'un si je n'accouche pas ou si quelque chose m'arrive, cette femme-là allait laisser et j'allais partir, c'est que je ne vis plus. Donc, que cela nous serve de leçon et que nous les femmes aussi même que tu as accouché ou que tu n'as pas accouché, l'enfant, on dit souvent dans mon patois que l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un, l'enfant c'est l'enfant de tout le monde. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas accouché, tu trouves ton mari avec les enfants, tu commences à les maltraiter. Parce que moi je suis la preuve vivante. La deuxième femme, mon papa nous a maltraités. Moi, me taper, même me casser les bras et tout, pour rien parfois. Ça dit que beaucoup de souffrance, mais bon, grâce à Dieu, j'ai grandi. Et sauf que quand elle a fini de nous maltraiter comme ça, de nous faire la sorcellerie, nous bloquer, quand elle est morte, il y a de cela peut-être 7 ans, c'est encore nous, ma soeur, j'ai cousu la robe, ma soeur a envoyé le cercueil, et tout, la mort, c'est toujours nous. Mon papa ne vivait plus, mais c'est toujours nous qui l'avons enterré parce qu'elle n'avait aucun enfant. Dans sa famille, la sorcellerie, tous ses frères la connaissaient. Donc, pour dire que dans la vie, il faut connaître avec qui tu te maries. Parce que mon papa était parti prendre une sorcière. Et il a agi, il a bloqué certains de ses enfants. Et moi, elle a failli seulement me finir. Donc, likez, partagez, commentez et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir DMG. Et c'est Rama du Burkina Faso. Et je suis là pour une autre histoire. Une histoire de trois femmes polygamie. Et je vais nommer la première femme Zainab et je nomme la seconde Mariam et je nomme la dernière Fatima. Et l'histoire, je ne sais pas si c'est mystique, mais je vais vous raconter, vous allez voir. Donc, comme ça, l'homme vivait avec ses 2 épouses. Et puis, il a vu une autre fille, celui qui se nomme Fatima. Il a marié Fatima. Quand il a marié Fatima, quand Fatima est rentrée dans la famille, et l'homme a abandonné totalement les 2 épouses. Il ne rentre plus et il ne fait rien avec eux encore. C'est la première seulement que l'homme s'occupe et puis il laisse les autres. Jusqu'à la femme est morte. Fatima est morte. Quand Fatima est morte, et la laveuse est venue pour laver Fatima. Quand elle est venue pour laver Fatima, et ils attendaient quelque chose qui faisait au niveau de ses jambes. La femme se demande, il y a quoi même qui est dedans qui fait quoi. Quand la femme s'est soulevée, il s'est soulevé un peu pour voir. Il a trouvé que c'est beaucoup de scorpions qui sortent là-bas.
des scorpions qui sortent là parce que beaucoup. Et puis maintenant, la femme a dit d'appeler son mari. On a appelé son mari. Quand son mari est venu, la femme a demandé, dès son vivant là, il faisait quoi? C'était quoi son travail dès son vivant? Et puis le monsieur a dit, en tout cas, il m'a rien fait. Il vivait bien avec moi, il m'a rien fait. Demandez ses coépouses pour voir. On a fait appel à Zainab, la première épouse. Zainab a refusé de venir. On l'a appelé la deuxième Mariam. Mariam a accepté pour venir. On l'a demandé. Quand la femme vivait avec vous, tous, avec votre mari, et son travail c'était quoi? Et puis Mariam a dit, je sens vous mentir, je ne veux pas vous mentir. Depuis le jour que Fatima est rentrée dans notre famille, notre mari nous a laissés. Il ne vient plus chez nous. Rien. C'est Fatima seulement qui regarde. Et puis maintenant, Fatima, on a dit à Mariam que de le pardonner. Mariam a dit que lui, elle a laissé tomber. Elle le pardonne. Mais Zainab a dit que lui, il ne va pas le pardonner. Depuis son arrivée ici, chez mon mari, Dieu seul sait combien de fois elle a pleuré le manque d'affection. Elle a pleuré. Dieu seul sait combien de larmes lui il a versé. De manque d'infection. Mais elle ne va pas le pardonner. C'est toute mon histoire. Le moral de mon histoire, c'est quoi? Si tu es un célibataire et puis un homme marié te cherche pour marier, si tu acceptes, pour accepter le partage, tu es sûr qu'il avait des femmes. Et puis tu as accepté. Donc, il faut accepter le partage. Si tu pars aller marier un homme marié, un homme qui a des femmes, et que tu ne vas pas accepter le partage, Dieu même va te montrer ici d'abord. N'en parlons pas de l'au-delà. Donc, mes soeurs et frères, si un homme marié vous cherche et que vous acceptez aller ajouter, pardonnez, acceptez le partage. Acceptez le partage pour l'harmonie et pour la sérénité aussi. Merci, c'était pour ça. Merci beaucoup. Likez, commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Rebonsoir la famille DMGTV, j'espère que vous allez bien. Bonsoir la famille. Bon, DMG, je t'ai dit, je profite du calme pour pouvoir te raconter l'histoire. Maintenant, cette histoire, c'est l'adulte. Voilà. Et l'histoire touche ma famille particulièrement. Et ma maman, parce que c'est elle le sujet en tout cas. Voilà, voici l'histoire. La mère de ma mère était mariée avec un monsieur auparavant. Et le monsieur est décédé mystiquement. Et maintenant, la mère de ma mère s'est échappée parce qu'on voulait aussi la tuer. Elle allait vivre chez sa grande sœur. Et comme sa grande sœur possédait un bar, c'est alors là que le père de ma mère a rencontré la mère de ma mère. Ils se sont mis en relation. Maintenant, pour que la mère de ma mère vienne vivre chez lui, il fallait alors qu'il doit faire le toc-toc-toc. Il s'en va maintenant, il fait le toc-toc-toc. Il boit le vin blanc et il mange la cola parce que c'est un très grand poison. Voilà, alors le père de ma mère commençait à donner la dot un peu, mais il n'a pas fini. Il n'a même pas fini. On appelle ça généralement, quand tu vis avec une femme sans faire la dot, on appelle les voleurs, donc voleurs de femmes. Voilà, alors qu'il a donc volé ma mère, mais il a donc volé la mère de ma mère, mais ayant déjà bu et mangé, elle ne pouvait plus se séparer de cet homme, c'était déjà scellé.
Ils sont donc restés ensemble. C'est comme ça que la mère de ma mère porte la grossesse de ma mère et son jumeau. Et alors maintenant, on voulait aussi les tuer. Donc, on voulait tuer le père de ma mère et la mère de ma mère. On voulait les tuer et tout. Voilà alors que le père de ma mère a envoyé la mère de ma mère chez un voyant, chez son ami. C'est là-bas que la mère de ma mère a couché ma mère et son frère jumeau. Et son jumeau en tout cas. Maintenant, les années passent, on peut dire ça. Voilà, les années passent. Et maintenant, le jour qu'on voulait doter ma mère, ils ont fait une erreur très grave. Au lieu que c'est l'ex-mari de la mère de ma mère qui doit prendre la dot, même s'il était mort, on devait donner la dot chez sa famille. Bon, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est le père de ma mère qui a pris la dot, il a mangé. Voilà, c'était vraiment très grave. Et le pire encore, c'est quoi? Quand la mère de ma mère est décédée, on est allé l'enterrer chez le père de ma mère. Pourtant, le père de ma mère n'avait pas épousé la mère de ma mère. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça alors qui a donc créé un grand scandale. L'ex-mari de la mère de ma mère qui était décédée s'est donc fâché physiquement. Dans son mythicisme, il a donc juré en disant quoi? Les enfants issus du sperme de cet homme, d'un même père, même mère, n'auront pas un mariage durable jusqu'au petit-fils. Et les hommes ne pourront pas durer dans un mariage. Et les enfants, que même si ça dure autant d'années, donc ils vont mourir un par un, en commençant par des garçons et pas des femmes. J'espère que vous pigez un peu l'histoire. Voilà alors que le premier grand frère, en fait, ma mère c'est la grande sœur. Le petit frère, donc ils sont 4. 3 sont décédés, il manque un et une grande sœur est décédée aussi. Voilà. Maintenant, le dernier qui est parti, ça a beaucoup affecté ma tante. Et ma tante est allée, elle s'est mise à chercher partout, aller même à Bansoir, partout. C'est là alors qu'on lui dit que l'ex de la mère de ma mère est tellement fâché. Il veut sa femme, il veut la dot. Pourquoi? Parce que là où on allait enterrer la mère de ma mère, normalement, on devait pas aller l'enterrer parce que ma mère, même s'il était déjà mort, elle était toujours mariée. Donc, on devait aller l'enterrer chez son ex. Voilà, alors que maintenant, le gangan nous dit d'aller déterrer le crâne de la mère de ma mère et aller l'enterrer chez son ex-mari qui est décédé depuis. Je veux parler d'une histoire de 61 ans. Je dis bien de 61 ans. Parce que c'est l'âge qu'a ma mère aujourd'hui. Donc, on va aller déterrer au village la deuxième semaine de septembre. Déterrer le crâne de ma grand-mère. Elle a enterré chez son ex-mari. Et d'aller doter maintenant ma mère chez son ex-mari parce que à la famille de cet homme demande 200 000 francs CFA pour la dot et des chèvres. Donc, j'aimerais tirer l'attention ici aux femmes parce que ma maman m'a dit ceci que si elle meurt, ma dot va aller chez son premier mari parce que ma mère est mariée légalement avec mon papa. Mon papa aussi était un voleur. Il a seulement volé ma mère. Et maintenant, ma dot ira chez le monsieur qui l'a épousé et tout parce que maman n'est pas divorcée. Chez le monsieur qui l'a épousé. Maintenant, si elle meurt, elle ira chez le père de mon grand frère, pas chez mon père. Donc voilà un peu ça. Donc faites très attention avec vos histoires de dot. Même si ça dure combien d'années, combien de temps. Ce qui est sûr, c'est quoi? Si la personne se fâche, ça va prendre. Je vous dis une histoire de 61 ans. C'est une erreur qu'ils ont fait. Et voilà, ça qui persécute les enfants. Qui nous persécute les enfants et les petits-fils. Parce que moi, je suis une petite, la petite fille. Et ma mère, c'est l'enfant. Donc, des grâces, soyons prudents. Et n'hésite pas que, wow, parce qu'il y a maintenant de nos jours, c'est quoi? On brûle les étapes. On part, on se marie, on ne fait pas la dot et tout. La dot rare. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a des gens qui ne font pas d'enfants d'ailleurs. Tu vois, il n'y a pas, il y a tout, ils sont normaux. Mais parce qu'ils ont brûlé les étapes de la dot est très importante. Donc, en bon entendeur, salut. En tout cas, c'est encore moi. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Bisous, je vous aime tellement. Voilà, bye. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force.
partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.